Daniel, est-ce que pour vous, Merci. il y a eu un gagnant hier soir, un candidat qui a plié le match? La manière dont on peut définir le gagnant se définit de deux manières. Un, ce que peuvent en penser les téléspectateurs et également ce qui va être dit d'une manière générale par les commentateurs, les journalistes, les analystes entre hier soir et ce matin. Si on prend déjà ces derniers, a priori, il n'y a pas débat. C'est-à-dire qu'en fait, indéniablement, aux yeux de la quasi-totalité des observateurs, des commentateurs, de ceux qui sont censés être des analystes, il y a un vainqueur très clair, c'est Emmanuel Macron, pour des raisons très différentes de celles de 2017, mais en tout cas, il apparaît comme étant relativement vainqueur. Le deuxième point qu'on peut se voir, c'est auprès des téléspectateurs. On le verra de manière encore plus nette dans quelques heures, une fois qu'on aura pu les interroger relativement en profondeur. Mais ils ont plutôt penché du côté d'Emmanuel Macron, avec des critiques. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Mais la perception que sur la maîtrise des dossiers, sur la posture de président de la République et sur la manière dont le débat a pu être conduit, il est apparu comme étant, entre guillemets, le meilleur, en tout cas celui qui était le plus capable de pouvoir tenir des débats, de pouvoir faire des propositions et de pouvoir avoir des orientations qui apparaissaient aux yeux des téléspectateurs un peu plus crédibles que ce qui était porté par Marine Le Pen. Arnaud, vous êtes d'accord? Oui, alors c'est vrai que sur la question de la maîtrise et du contrôle des dossiers, si vous voulez, si on voit que malgré tout Marine Le Pen a progressé, elle n'est pas parvenue à déstabiliser, c'est le moins qu'on puisse dire, son adversaire. Et je partage le constat selon lequel finalement celui qui a mené la course en tête durant tout ce débat, qui a formaté même le débat, qui a donné le ton, qui a disons, fourni la sémantique, c'est le président de la République. Ça, c'est une réalité, et je crois que de ce point de vue-là, il y avait une asymétrie qui est apparue assez évidente. Après, c'est le problème de savoir comment peut être perçue cette asymétrie. C'est vrai que, d'une certaine façon, on savait que l'un des écueils auxquels était confronté Emmanuel Macron, c'était éventuellement d'exposer une trop grande assurance. Et là, pour le coup, sur l'image qu'il renvoie, par rapport à ce qu'il nous dit de lui, c'est-à-dire que c'est un président qui finalement a appris, a été capable de se réinventer, est capable de se réinventer dans sa relation avec les Français, ça je ne suis pas sûr que pour le coup il ait été véritablement, j'allais dire, convaincant de ce point de vue-là. Donc si vous voulez, je dirais qu'en termes de crédibilité sur le plan technique, indéniablement un avantage à Emmanuel Macron. Après, en termes d'empathie, de proximité, de simplicité, force est de constater que là, pour le coup, le fait qu'elle reste en retenue, en réserve, voire parfois qu'elle paraisse un peu inhibée, profite de ce point de vue-là à Marine Le Pen. Jean-Daniel, sur la forme, sur l'image, le point va à Marine Le Pen pour vous? En tout cas, on n'a pas découvert ou redécouvert des candidats à l'élection présidentielle qu'on ne connaissait pas. On les avait vus en 2017, on les a vus en fait tout au long du quinquennat, et a priori, au vu des traits d'image préalables de l'un comme de l'autre, ça n'a pas véritablement changé. On voit bien d'ailleurs qu'il y a, concernant Emmanuel Macron, une critique concernant une forme d'arrogance qui lui est accolée, et probablement à travers ne serait-ce que la posture physique qu'il a pu adopter. En fait, on l'a vu, parfois un peu accablé, parfois en fait en donnant le sentiment qu'il remettait en cause, ou qu'il disait que ce que disait Marine Le Pen n'avait ni queue ni tête, pour reprendre certaines de ses expressions. Enfin, voilà. Donc ça renvoie à une dimension un peu de supériorité. Jusqu'à présent, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une forme de déconnexion de la part des électeurs d'Emmanuel Macron entre ce que peut être le personnage et un certain nombre d'éléments qui peuvent être amenés à voter pour lui. Oui, il est arrogant. Oui, il est supérieur. Oui, il donne le sentiment de ne pas aimer les gens. Oui, il a effectué ces petites phrases, mais ça n'empêche pas, en tout cas, ses électeurs de voter pour lui. On l'a vu au premier tour de l'élection présidentielle. On le voit bien aujourd'hui dans le cadre des intentions de vote de deuxième tour. Marine Le Pen a été globalement également, à mon avis, dans son couloir. C'est-à-dire à ne pas forcément être sur les grandes thématiques et sur les causalités, mais beaucoup plus sur les effets qui peuvent être perçus de la part des individus. Lorsqu'elle parle en fait des conséquences que cela peut avoir, par exemple, en matière de pouvoir d'achat, par exemple, on voit bien que c'est
clairement la Marine Le Pen qu'une partie des Français apprécient et une des raisons pour lesquelles ceux-ci sont amenés à voter pour elle. Et on va en parler justement de cette question de pouvoir d'achat. C'était la préoccupation majeure, hein, c'est la préoccupation majeure des Français, Quentin, et c'était un sujet sur lequel évidemment les candidats étaient attendus. Oui, voilà, et c'était d'ailleurs le tout premier thème de la soirée. On a vu un accrochage sur les différentes propositions de chacun des deux candidats. Donc la candidate du Rassemblement national qui prône un gel des cotisations patronales en cas d'augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Emmanuel Macron, lui, il veut défiscaliser les primes jusqu'à 6 000 € s'il est réélu. Et donc le candidat LREM a essayé de démontrer que la proposition de son opposante avait une part d'aléa. Écoutez cet échange. Mais vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Donc aussi vrai, j'assume totalement que la prime a une part d'aléa qui dépend de l'année. Vous avez parfaitement raison. Mais ce que vous dites est aussi aléatoire. Je ne voudrais pas que nos compatriotes qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye, pensent qu'un président ou un présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. J'ai dit très clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura pas d'augmentation de 10%. Si, il y aurait une augmentation. Non, et vous savez bien allez aider, comme je propose, de défiscaliser la prime, mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur. Oui, mais ça va changer leur vie quotidienne. Alors que mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur, vous n'allez pas faire pas dans leur vie. Non, mais vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus les primes. Est-ce que Marine Le Pen, Jordan Lévy, elle a été un peu déstabilisée d'entrée de débat sur ce thème qui était censé être l'un des plus porteurs pour elle? Oui, enfin, elle a déjà été déstabilisée parce qu'elle a eu un faux départ. Hein. On peut peut-être le rappeler, c'est-à-dire qu'elle a commencé avant même que le générique ait débuté et que probablement que ça, psychologiquement, ça n'aide pas forcément à entrer complètement dans le débat. Après, en fait, on s'attendait effectivement à ce que Marine Le Pen soit plus incisive sur la question du pouvoir d'achat et arrive à prendre le pas, en tout cas avec des mesures qui donne le sentiment qu'elle était sur une position qui était une position différente de celle d'Emmanuel Macron. On a vu effectivement dès le départ que sur certains aspects, elle n'avait pas soit le répondant, soit la capacité à pouvoir inverser, entre guillemets, la charge de la preuve. Et sur ce point-là, on a eu un peu l'impression que Marine Le Pen défendait presque un bilan, et que Emmanuel Macron était dans une forme d'interrogation à l'égard de Marine Le Pen, alors que sur le papier, ça aurait pu être le schéma inverse auquel on aurait pu être confronté. Elle a raté le coche là-dessus. Moi, si vous voulez, je suis frappé par le fait qu'elle a été très peu incisive. C'est-à-dire qu'en fait, à vouloir éviter les pièges dans lesquels elle était tombée en 2017, elle a reproduit d'autres pièges. C'est-à-dire qu'elle s'était enfermée elle-même dans une posture presque de bon élève sur le plan psychologique qui ne veut surtout pas déraper, mais qui ne va pas aller chercher le président là où il pourrait justement être mis face à son bilan. C'est quand même incroyable qu'un président sortant puisse... Alors je sais qu'il a fait référence à un magicien, Gérard Majax, mais en l'occurrence, il a été extrêmement magicien parce qu'il a fait passer complètement sous la... Il a fait quand même passer complètement sous la porte ou sous la fenêtre ou sous la table son bilan. Donc c'est quand même très étonnant qu'en l'occurrence Marine Le Pen ne soit pas allée le chercher là-dessus. Et ça c'est un vrai problème parce que in fine c'est lui qui aurait dû être d'une certaine manière dans les cordes parce qu'il était le sortant et elle est apparue en fait en permanence dans les cordes parce que lui est allé la chercher sur son projet. Et ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi de la part d'Emmanuel Macron. Ouais, et le deuxième temps fort de cette soirée, c'était sur la question de la Russie. Alors là, on attendait plutôt Emmanuel Macron, qui était plutôt en position de force sur ce sujet. Comment ça s'est passé? C'est vrai que c'était sans doute l'attaque la plus virulente de la soirée. Elle est donc venue d'Emmanuel Macron. Point de départ, le fait que Marine Le Pen a reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Emmanuel Macron qui lui dit « Vous avez été parmi les premiers dirigeants européens à reconnaître cette annexion ». Alors il ajoute ensuite « Pourquoi l'avez-vous fait ? Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. » Écoutez la suite. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problèmes non plus, puisque vous avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu un chef d'État et de gouvernement, en 2017, pas comme un banquier, Madame Le Pen. Non, en 2017, vous avez reçu M. Poutine à Brégançon, sur votre lieu de vacances, et vous avez d'ailleurs tenu à cette occasion exactement les propos que je tiens. Vous avez dit à cette occasion que la Russie devait être réarrimée à l'Europe.
vous avez dit qu'il fallait faire l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, je ne dis pas le contraire. Non, mais je veux dire, c'est être dans une posture. Jean-Daniel, cette proximité avec Vladimir Poutine dont Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen, ça prend chez les Français dans le contexte actuel? Jusqu'à présent, ça a été complètement inopérant. Ça a été complètement inopérant pour Marine Le Pen, c'était d'ailleurs complètement inopérant pour Jean-Luc Mélenchon, pas pour Éric Zemmour pour plusieurs raisons. Enfin, si on se concentre sur Marine Le Pen, on a pu voir que dès l'invasion russe en Ukraine, elle a pris une position extrêmement ferme, extrêmement claire, ce qui a fait que ses positions initiales ont été gommées si elles avaient été entendues de la part des Français, ce qui n'est absolument pas certain. Donc en fait, en gros, on ne peut pas, en tout cas à l'heure actuelle, lui faire le reproche d'un point de vue d'opinion sur des positions qu'elle a pu adopter par le passé. Donc quand il dit, quand vous parlez à M. Poutine, vous parlez à votre banquier, ça ne marche pas. Je ne suis pas persuadé que ce soit entièrement entendu. En plus, il y a eu quand même un élément de complexification au fur et à mesure qui fait que tout ceci n'apparaissait pas comme étant tout à fait clair. Ceux qui sont très informés savent les raisons pour lesquelles Marine Le Pen n'a pas eu de prêt, les conditions dans lesquelles elle a pu l'obtenir. Mais en tout cas, pour l'immense moyenne des téléspectateurs, il y a quand même eu la perception que tout ceci était quand même compliqué. Elle n'a pas eu de prêt en France. Est-ce qu'elle a eu un prêt en Russie? D'ailleurs, elle ne l'a pas remboursé. Ça remonte à 2015. Ce que faisait Emmanuel Macron. Donc, bon, au final, c'est pas l'enjeu central. Il y a des reproches qui peuvent être effectués d'un point de vue d'opinion à l'égard de Marine Le Pen. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, en fait, dire que le Rassemblement national serait inféodé à une force politique ou à un État étranger, aujourd'hui, n'est pas l'élément qui structure les représentations, et on a plutôt le sentiment, notamment lorsqu'on est en appétence à l'égard de l'extrême droite, de se dire que, d'une manière globale, ils vont défendre les intérêts de la nation et pas forcément dépendre d'intérêts extérieurs. Oui, alors, sauf que ça permet quand même de réactiver ce qui reste de front républicain dans la mesure où ça participe d'une entreprise de rediabolisation de Marine Le Pen qui s'était considérablement normalisée et banalisée depuis un certain nombre de mois et surtout de semaines suite au surgissement de la candidature d'Éric Zemmour. Donc de ce point de vue-là, quand même, ça la fragilise d'une certaine façon et finalement l'idée qu'a Emmanuel Macron à travers finalement cette offensive, cette attaque, ce reproche en poutinisation de Marine Le Pen, c'est aussi de renforcer son socle électoral, c'est-à-dire de donner envie à son socle électoral d'aller voter pour lui dimanche prochain. C'était aussi ça qu'il y avait derrière ces attaques, c'est-à-dire la volonté de remobiliser ceux qui ont la même conception du monde que lui. On continue avec les temps forts sur la question de l'écologie cette fois. Voilà, chacun a défendu ses propositions. Emmanuel Macron dit vouloir aller 2 fois plus vite lors du quinquennat que lors du quinquennat qui s'achève, avec un Premier ministre en charge de la planification écologique. Marine Le Pen dit avoir conçu l'intégralité de son projet autour du localisme, une manière de lutter contre les importations qui génèrent 50% des gaz à effet de serre, a-t-elle dit. Et donc ça a donné cette petite passe d'armes, on écoute. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je veux aller beaucoup plus vite. Je ne suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes. On a beaucoup entendu ces attaques, notamment dans le discours de Marseille de la part d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen climato-sceptique, incompétente même sur ce sujet, en le traitant de climato-hypocrite. Elle a marqué un point hier soir. Peut-être pas complètement en fait. Enfin, déjà, la part en fait consacrée hier à l'écologie et l'environnement a quand même été relativement réduite quand on regarde le temps qui a été consacré à cette frange-là. On sait que c'est un des enjeux stratégiques pour Emmanuel Macron pour 2 raisons. D'une part parce que son électorat de départ y est quand même sensible, et c'est une des raisons, pas la seule, pour laquelle en fait il en a parlé dans le cadre de son meeting de Marseille en indiquant en fait qu'il y aurait une assignation précise à l'égard de son futur Premier ministre. Et puis le deuxième aspect, toute cette frange de jeunesse qui a notamment voté pour Jean-Luc Mélenchon, voire potentiellement pour Yannick Jadot, toute cette catégorie de population qui aujourd'hui est relativement critique à l'égard d'Emmanuel Macron, notamment sur cette thématique-là, attendait des prises de position fortes du président de la République actuelle. Et je ne suis pas persuadé qu'il les ait complètement entendues. Il y a une aspiration à des mesures qui sont des mesures
radicale de la part notamment de la jeunesse et qui estime qu'aujourd'hui il faut mener une politique qui est une politique de transition énergétique fondamentale, immédiate, avec des conséquences qui peuvent être des conséquences nettes concernant les usages des transports, de l'énergie d'un point de vue global. Donc je ne suis pas entièrement persuadé que ça a été perçu de cette manière-là de la part des électeurs, notamment de la part des jeunes électeurs, lorsqu'ils ont regardé le débat hier. Voilà, nommer un Premier ministre peut-être un peu faible, peut-être pour ses électeurs. Arnaud. D'où la punchline assez habile, là, pour le coup, de Marine Le Pen. Parce que c'est vrai que dans une partie de l'électorat écologiste et dans l'électorat mélenchoniste, en tout cas le plus radical et le plus, j'allais dire, engagé dans la cause environnementale, le mandat d'Emmanuel Macron, c'est un mandat de l'ambiguïté, c'est le mandat de l'ambivalence. Donc là, elle appuie là où ça fait mal, quelque part. Donc je crois que de ce point de vue, en tout cas, la formule qui est la sienne est une formule qui réactive, j'allais dire, le doute en sincérité chez cet électorat-là. Donc c'est plutôt assez bien joué. Dernier temps fort qu'on a retenu sur la laïcité et le voile dans l'espace public. Voilà, Marine Le Pen dit que la proposition de l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est une partie d'un tout dans sa lutte contre l'islamisme. Elle parle d'expulser les fichiers S étrangers ou encore de fermer 570 mosquées radicales. Ce sont ses propos. Quant à la proposition sur le voile, elle vise à libérer les femmes. Écoutez la suite de l'échange. Il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Moi, je suis pour la loi de 1905. C'est notre République. La République est laïque. La laïcité, ce n'est pas combattre une religion. Et donc, avec moi, il n'y aura pas l'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi. Non, mais j'ai lu la Constitution française. Vous m'excuserez de cela. Et les lois que vous prendrez, même si vous étiez élu, ce que je ne souhaite pas évidemment, elles devront respecter une constitution. Bon. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Et Emmanuel Macron de continuer. Ce que vous proposez est très grave. La France serait le premier pays au monde à mettre une telle interdiction en place, avant d'ajouter que ce serait une trahison de l'esprit français. Alors Marine Le Pen a enfin répondu « Je pense que c'est la défense de la République et de la France », assurant vouloir faire la guerre aux musulmans, mais uniquement, ne pas faire la guerre aux musulmans, mais uniquement aux islamistes qui tiennent les quartiers. Ouais. Il a été très fort là-dessus, Emmanuel Macron, une guerre civile. Il a dit. Oui, mais ils étaient l'un et l'autre sur des segments électoraux qui étaient tout à fait différents. Marine Le Pen, il faut qu'elle arrime une partie de l'électorat de droite et d'Éric Zemmour qui, sur cette question, veut une grande intransigeance de la part de l'État. Et on voit bien que du côté d'Emmanuel Macron, il s'agissait quand même de rassurer une partie de l'électorat, notamment mélenchoniste, qui, sur cette question, souhaite, disons, une forme de souplesse dans l'application de la législation. Donc chacun d'entre eux était finalement, j'allais dire, dans son registre, dans son sillot et dans son système d'intérêt électoral. Oui, mais sauf que Marine Le Pen, elle a un peu reculé. En tout cas, il y a eu du flou autour de cette proposition sur le voile dans ces derniers jours. Jean-Daniel, est-ce que du coup, elle ne va pas conquérir l'électorat mélenchoniste avec ce qu'elle a dit hier, et deux, elle risque de perdre aussi une partie de son électorat et de celui d'Éric Zemmour avec ce flou qu'elle a un peu entretenu? Objectivement, il y a eu trois phases. Il y a eu une phase interdiction, puis une phase non-interdiction, et hier, de manière un peu surprenante, elle revient de manière nette sur l'interdiction. Alors je ne sais pas si tous les téléspectateurs l'ont identifié, mais en tout cas, de manière objective, c'est assez clair. Le deuxième aspect qui est quand même plutôt surprenant, c'est qu'on a le sentiment qu'elle se prend les pieds toute seule dans le tapis. C'est même pas en fait un point qui a été évoqué par Emmanuel Macron. C'est elle-même en fait qui remet ça sur le débat et en fait qui globalement crée un pan qui est un pan en fait de déstabilisation effectivement d'une partie de son électorat. Je rejoins entièrement ce que vient de dire Arnaud Benedetti, c'est-à-dire que c'est des sujets auxquels l'électorat de droite est extrêmement sensible. Et on voit bien en fait que ça a été une frange de la raison pour laquelle une partie de l'électorat LR a été amenée à voter pour Marine Le Pen dès le premier tour. Une partie aujourd'hui des électeurs qui ont
voté pour Valérie Pécresse se posent la question de voter en faveur de Marine Le Pen, tout comme les électeurs d'Éric Zemmour sont extrêmement sensibles à ce sujet-là. Stratégiquement, elle a quand même besoin de pouvoir récupérer une frange d'un électorat qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Cet électorat est notamment la jeunesse, et notamment la jeunesse qui a voté dans les quartiers populaires, là pour le coup est extrêmement sensible à ce sujet-là et va être très rétif à l'idée qu'il puisse y avoir l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Alors, pour terminer, c'est un débat qui a quand même été assez calme, en tout cas beaucoup plus calme que celui de 2017. Eux-mêmes l'ont reconnu, on a été plus disciplinés. Mais Quentin, vous avez sélectionné quelques petits moments de tension. Voilà, on a fait un petit melting pot comme ça. On s'est rappelé ensemble tout ce qui nous avait un peu marqué dans toutes ces petites phrases, que ce soit sur l'école, l'Europe, les éoliennes ou encore les chiffres du chômage. Eh bien, regardez ce montage. Qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de la C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car ils cherchent un emploi, arrêtez ça. La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais celle-là. Mais en l'espèce... Vous avez mis du temps, parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, moi je suis frappé d'une chose, c'est qu'en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Oui, mais enfin, si c'est que l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire. On peut décider de ripolliner tout seul la façade. 3000, je crois que vous voulez en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. Pousser. Mais je tiens à vous dire, et à dire à ceux qui nous écoutent, que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais vous rigolez ou quoi ? Donc, je dis juste que votre programme, il n'y a ni queue ni tête à cet égard. Voilà, il y a eu quand même quelques petites piques, quelques moments de tension. Est-ce que, Jean-Daniel, pour conclure, pour vous, les candidats ont suffisamment parlé aux électeurs qu'ils devaient conquérir? Et est-ce que, du coup, ce débat peut faire bouger les lignes et inverser le rapport de force qui, pour le moment, est en faveur d'Emmanuel Macron? D'une manière générale, il vaut mieux un débat apaisé qu'un débat en fait où les électeurs n'entendent pas une confrontation, en fait en tout cas où les voix vont être amenées à se superposer. Et on l'a fait de manière globale dans toutes les études qu'on peut faire. On voit en fait qu'on est d'autant plus convaincant qu'on n'est pas dans l'invective permanente. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'on est dans une optique qui est une optique de la proposition plutôt que de la critique, dans l'idée de la construction plutôt que la destruction de l'adversaire, là aussi, on voit l'efficacité d'un point de vue global. Donc dans ce contexte-là, ce débat de 2017 a coché un certain nombre de cases qui allaient dans ce sens-là. Est-ce que, quand on éteint son téléviseur, on se dit que, globalement, on a une image qui est très différente d'Emmanuel Macron? Je n'en suis pas intimement persuadé. Est-ce qu'on se dit, en fait, qu'on a découvert Marine Le Pen de manière différente? Peut-être un petit peu, mais est-ce que c'est nature à faire changer radicalement d'opinion à son égard? J'ai également quelques doutes, donc il serait extrêmement surprenant, qui est une modification profonde des courbes d'intention de vote que l'on peut voir et que l'on peut voir de manière nette depuis le premier tour, où, alors que l'écart était un écart relativement serré au soir du 10 mai, celles-ci ont tendance à s'accroître. Et Arnaud, il nous reste 30 secondes. Je ne suis pas sûr que l'un et l'autre aient forcément donné envie de voter chacun pour... C'est un vrai sujet, hein. En l'occurrence, c'est un sujet pour Emmanuel Macron, parce qu'il a besoin, malgré tout, d'avoir une mobilisation pour passer l'obstacle. Et c'est un sujet pour Marine Le Pen, parce qu'elle a besoin d'un surcroît de mobilisation encore pour passer l'obstacle. On reste quand même un peu sur sa faim à l'issue de ce débat, et je crois que c'est quand même le cas de beaucoup de téléspectateurs.